Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice issu du TD2 sur les suites, c'est l'exercice 27, dans la partie approfondissement, préparation au grand oral éventuellement. C'est un exercice qui fait le lien entre deux notions, deux thèmes qui sont hyper connus dans le monde des maths et en dehors du monde des maths aussi. C'est la suite de Fibonacci et puis le nombre d'or. La suite de Fibonacci, vous en avez certainement entendu parler, alors peut-être pas par son nom, mais au moins par sa construction, parce qu'elle est très simple et qu'on peut la voir à partir de la classe de, je sais pas, d'école primaire en tout cas, et puis le nombre d'or aussi. Hein. Voilà, ce sont deux notions qui culturellement ont donné un petit peu de mystère aux maths et puis un petit peu de popularité aussi. Donc ça va être intéressant de les voir, ces deux notions, de voir qu'en fait elles sont liées, assez bizarrement, et puis on va pouvoir aussi utiliser des résultats scolaires de terminale pour aller les comprendre un petit peu mieux, ces deux notions, et puis pouvoir les mettre en lien. Ok, alors, première chose, déjà, la suite de Fibonacci, dans un premier temps. Alors, je vous la présente comme ça, parce que c'est peut-être comme ça que vous l'avez vu, la suite de Fibonacci, justement, peut-être à l'école primaire, ou même en dehors du cadre scolaire, dans des petits livres de jeux, etc. Regardez, vous avez des nombres comme ça, puis il faut trouver ce qu'il y a, ce qui vient après. Voilà. Peut-être que vous êtes tombé un jour là-dessus, c'est assez facile. Enfin, assez facile, non, pas forcément énorme. Il faut avoir un peu d'intuition, mais on se dit, ah, comment j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a après 8 ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, souvent, il y a celui d'après, il y a 13. Hein. Et puis après, ouais, je crois qu'on comprend un petit peu, parce que le 13, voilà, ou un 5 et un 8, on se dit, ah, mais tiens, mais si j'ajoute les deux, mais oui, en fait, si j'ajoute 5 et 8, ça me donne 13. Et puis je vérifie ici, mais si j'ajoute 3 et 5, ça me donne 8. Puis si j'ajoute 8 et 13, ben, ça va me donner 21. Puis si j'ajoute 13 et 21, ça va me donner 34. Puis ensuite, j'aurai 55, etc. C'est ça la suite de Fibonacci. D'accord? Alors on va la formaliser. Okay, et puis le nombre d'or, qu'est-ce que c'est? On le verra aussi un petit peu plus sans faire trop de digression non plus, mais le nombre d'or, c'est ce nombre-là. On verra que c'est la solution d'une équation. On verra aussi qu'elle peut être très rapidement le lien avec peut-être le monde de l'art, voilà, son utilisation. Voilà. Peut-être un peu fantasmé aussi, hein, mais voilà, le nombre d'or, c'est ça. C'est un plus racine de 5 sur 2, donc c'est un irrationnel. Qui a fait beaucoup parler de lui, encore aujourd'hui, un nombre un peu mystique, voilà, qui apparaît un peu partout dans la nature. Ok, alors il y a un lien entre ces deux objets-là, on ne le voit pas pour l'instant, on se dit mais n'importe quoi, c'est un truc hyper simple, là il y a des racines carrées, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Ok, première chose, et puis après on passe quand même à l'exercice, on va essayer de mettre ça sous un format qui est le format des suites tel qu'on l'apprend en classe de première, puis après en terminale. C'est une suite en effet, parce que c'est une liste de nombres, voilà, une liste de nombres infinie, hein, parce que je peux continuer le processus autant que je veux. Donc ça s'appelle une suite numérique. Voilà. Et cette suite numérique, comme c'est la suite de Fibonacci, qui était un mathématicien italien installé sur les rives de la Méditerranée tunisienne dans les années tunisienne ou algérienne, je ne sais plus. Bref, dans les années Moyen-Âge. Hein. On va essayer de la mettre au goût du jour, cette suite, c'est-à-dire de l'écrire avec des UN égales, hein, ce genre de choses, ou UN plus 1, etc. Hein. Ouais, voilà comment on va faire. Alors, ouais, et comme je disais, Fibonacci, en fait, on va pas l'appeler UN, on va l'appeler FN. Grand FN, c'est comme ça que universellement, on l'écrit, cette suite. Ok? Alors, je m'apprête à me dire, ok, j'ai besoin de deux termes en fait pour calculer le suivant. Et oui, donc ça va pas être du Fn plus 1, ça va être du Fn plus 2. Et oui, du Fn plus 2. Parce que je ne peux pas construire le terme suivant à partir du terme précédent. J'ai besoin des deux termes précédents, c'est-à-dire des deux termes, des deux rangs qui précèdent celui que je veux calculer. Donc ça me donne du Fn plus 2 égale celui qui est juste avant, plus celui qui est encore avant. Donc ça me donne Fn plus Fn plus 1. Voilà la relation de récurrence de la suite de Fibonacci. Fn plus 2, c'est-à-dire aux deux rangs après, c'est le rang d'avant plus le terme du rang encore avant. Ok. Et alors d'habitude, hein, quand on a des suites récurrentes, on a une relation de récurrence et puis on a un U0 ou un F0. Donc là on dit, ok, je vais mettre F0. F0 c'est 1, hein, c'est celui-là, hein, ça c'est le terme de rang 0, le terme de rang 1, le terme de rang 2, le terme de rang 3, etc. Mais là, je me dis, mais alors, si je ne connais que le F0, est-ce que je vais vraiment pouvoir calculer F1? Mais pas du tout, parce que là, en remplaçant n par 0, j'aurai F2. Donc, il me faut aussi F1. Et F1, c'est 1. Voilà la suite de Fibonacci, elle s'écrit comme ça. Voilà. Alors, c'est un peu embêtant, parce que c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence double, et que quand on va avoir besoin de travailler sur d'éventuelles propriétés de cette suite, au niveau terminal, on est un peu bloqué parce qu'au niveau terminal, on apprend l'axiome de récurrence classique, qui
qui est en fait le fait que si une propriété, une proposition, elle est initialisée et qu'elle est héréditaire, okay, c'est-à-dire que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai, ça veut dire qu'elle est héréditaire. Mais là, quand j'ai des récurrences doubles, l'hérédité classique, je ne vais pas y arriver. Donc on a besoin d'un axiome qui dérive un petit peu de l'axiome classique de la récurrence, c'est la récurrence double, voilà, qui n'est pas au programme de terminale. Donc on est un peu embêté, par exemple là on se dirait j'aurais envie de montrer que cette suite est croissante par exemple, mais on ne peut pas le faire avec des outils de terminale, il nous faudrait cette fameuse récurrence double, qui n'est pas si compliquée que ça, mais elle est hors programme. Donc en fait cette suite de Fibonacci, avec des outils de terminale, il n'y a pas grand chose à faire. Donc à part calculer les termes, ce que je vous propose en question 1, mais alors la question 1 du coup c'est très facile, c'est ce qu'on a fait ici au début, question 1, voilà. F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Puis on peut continuer très longtemps. C'est très basique, c'est très facile. Ok, voilà. Mais alors vous voyez qu'à partir de la question 2, je vais poser quelque chose qui a l'air compliqué, mais qui va me permettre de continuer à étudier un petit peu cette suite, et on le verra, le lien avec le nombre d'or. Donc en question 2, je vais effacer tout ça. Je vais peut-être recopier quand même la relation de récurrence pour Fibonacci. Fn plus 2, c'est Fn plus Fn plus 1. Voilà. Et puis, on va s'attaquer à cette question où on dit, on pose phi n, cette lettre grecque majuscule, c'est un phi majuscule. Et bien, phi n, c'est quoi? C'est Fn plus 1 sur Fn pour tout n. Voilà. Alors, bon, c'est un peu... voilà, c'est peut-être un peu maladroit de ma part de le balancer comme ça et de dire ouais, mais pourquoi ça existe? Pourquoi phi n existe toujours? Parce que regardez, là, il y a un quotient. Et puis je suis en train, à chaque rang, de me dire que je dois faire le quotient de deux termes d'une suite. Et c'est vrai que quand il y a un quotient, il y a des problèmes d'existence parce que peut-être qu'un jour, peut-être que Fn sera égal à 0. Ce qui serait très embêtant quand même, parce qu'on ne pourrait pas diviser par 0, auquel cas cette suite n'existe pas, parce qu'elle n'existe pas pour tous les rangs. Bon, en fait, intuitivement, on se dit, en fait, ce Fn ne pourra jamais être égal à 0, parce que je n'arrête pas d'ajouter des choses qui sont en plus positives, mais pour le prouver proprement, il faudrait justement une récurrence double. Ok. Bon. Alors, on admet l'existence de phi n pour tout n, d'accord, voilà, c'est le quotient Fn plus 1 sur Fn, voilà, c'est une suite, et puis on vous demande, ouais, si je l'ai mis en admettant qu'une telle suite est bien définie, voilà, et puis je vous demande de montrer, voilà, que phi n plus 1, c'est égal à, que je ne me trompe pas, c'est 1 plus 1 sur phi n. Pour tout n. Bon, voilà. Alors, on dit, ah tiens, pour tout n, est-ce que je ne me lancerai pas dans une récurrence quand il y a deux rangs différents ici, une relation comme ça, déjà dit, c'est rarement une récurrence, d'accord, on va essayer de travailler d'un point de vue calculatoire, on doit obtenir une égalité ici, on dit, bon, bah, peut-être que déjà, dans un premier temps, si je veux démontrer cette égalité, je vais essayer de partir de la gauche et puis essayer de le calculer, de le transformer et d'arriver à ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire de faire apparaître du phi n à droite, en calculant phi n plus 1 à gauche, ok? On va essayer, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand N, phi n plus 1, je suis capable de l'exprimer. Pourquoi? Parce que ici, j'ai l'expression de phi n en fonction de Fn et de Fn plus 1. Donc en fait, si je remplace, si je calcule ça au rang suivant, j'aurai Fn plus 2 sur Fn plus 1. Voilà, d'accord, j'ai remplacé ici tous mes n dans cette expression par des n plus 1. D'accord. Et puis, Fn plus 2, j'ai tout de suite envie d'aller le remplacer par son expression en fonction de Fn et de Fn plus 1. Donc j'y vais, Fn plus Fn plus 1, et d'ailleurs je vais écrire dans l'autre sens, tiens, Fn plus 1 plus Fn, voilà, ça c'est Fn plus 2, que j'ai écrit ici en haut, j'y vais vraiment tout doucement, voilà, Fn plus 2, c'est ça, donc je le remplace, ça vient de là, et je le divise par Fn plus 1. Ok, on est tenté ici de faire une petite simplification. Alors bien sûr, ne pas barrer les Fn plus 1 ici parce que j'ai un plus, j'ai pas un fois, mais un petit cassage de fraction. Cassage de fraction ou factorisation par Fn plus 1 en haut qui va me faire pouvoir enfin barrer un Fn plus 1. Cassage de fraction, Fn plus 1 sur Fn plus 1 plus Fn sur Fn plus 1. Ok? Fn plus 1 sur Fn plus 1, ça fait 1. Bah oui. Et Fn sur Fn plus 1, ben je le laisse comme ça fait Fn sur Fn plus 1. Voilà. Et Fn sur Fn plus 1 me fait quand même beaucoup penser à ça. Et oui, parce que là j'ai le rapport, le quotient, entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Sauf que c'est pas dans le bon ordre, c'est pas dans le bon sens. Mince, normalement c'est Fn plus 1 qui est en haut et Fn qui est en bas. Et là j'ai exactement le contraire. C'est que c'est son inverse. J'ai switché le numérateur et le dénominateur. Cette chose-là, en fait, c'est l'inverse de phi n. Voilà. Donc ça me donne bien 1 plus
l'inverse de phi n qui est 1 sur phi n. Et ça y est, j'ai obtenu la relation de récurrence entre phi n plus 1 et phi n. Bon, ok. Donc j'efface tout ça. En fait, on y arrive sans trop de problèmes d'un point de vue calculatoire. Et là, je dirais que ce qui est quand même très heureux par rapport à la suite de Fibonacci, c'est que c'est pas du tout maintenant une relation de récurrence double. En fait, c'est une relation de récurrence simple. On a phi n plus 1 en fonction de phi n. On va certainement pouvoir en faire des trucs avec cette suite parce que là, ça, on a l'habitude de manipuler des relations comme ça et des suites qui sont récurrentes avec des relations dans lesquelles on voit un terme et puis le terme au rang suivant. Ok, donc c'est pour la question suivante. Ça, c'était la question 2. En question 3, on vous demande de démontrer que, que phi n est borné. Voilà, borné entre 1 et 2. Donc ce fameux quotient entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, montrons qu'en fait, c'est toujours compris entre 1 et 2. Alors ça doit vraiment vous faire penser à un truc très scolaire de terminale, c'est bien sûr un raisonnement par récurrence. D'accord. Donc ça, ce serait Pn, bien sûr, hein, le nom de notre proposition, dont on veut montrer qu'elle est vraie pour tout n. Et puis pour le démontrer, on va faire une récurrence proprement, c'est-à-dire qu'on va aller d'abord travailler sur l'initialisation. Okay, qu'est-ce qui se passe au rang 0 ? Okay, au rang 0, ça vaut 1, ça vaut 2. Et puis il faudrait que j'aille calculer phi 0. Et phi 0, c'est en fait f1 sur f0. Et ça, je les connais tous les deux, ça fait 1 sur 1. Donc ça fait 1. Est-ce que 1 est bien compris entre 1 et 2 ? Oui. Donc c'est bon, l'initialisation est OK. P0 est vrai. OK ? Initialisation OK pour cette proposition. Donc on passe maintenant à l'hérédité. Raisonnement par récurrence, il me faut l'hérédité. L'hérédité, je dois supposer qu'il existe un rang n pour lequel ceci est vrai. D'accord ? Donc ceci, voilà, je le réécris. Je suppose que ceci est vrai pour un certain rang n. Voilà, c'est mon hypothèse pour un certain rang n appartenant à grand N. Et puis je vais avoir envie de prouver que cette propriété est alors vraie pour le rang suivant, c'est-à-dire que phi n plus 1 est lui aussi compris entre 1 et 2. Ok, donc rappelez-vous, hein, il y a ce petit objectif à mettre ici, là, voilà, phi n plus 1 compris entre 1 et 2, ça c'est mon objectif, et là il faut que je me creuse la tête, que je me dise, mais comment je peux faire pour passer de là à là ? Alors je ne vais pas passer de 1 à 1, je ne vais pas passer de 2 à 2, par contre je vais essayer de me dire, mais je pourrais peut-être passer de phi n à phi n plus 1, bien sûr, c'est ma relation ici de récurrence. Alors, il faut essayer de trouver les petites étapes, d'accord, hein, et puis essayer de comprendre que c'est bien faisable, hein, que ces petites étapes sont bien, qu'on peut bien y arriver en les faisant. Là, je vois que la première étape, en fait, ce serait de passer à l'inverse. Alors, on va dire, oh, attention, danger, le passage à l'inverse, il va se passer des choses, parce que la fonction inverse, elle est tordue. Hein. Vous savez que la fonction inverse, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Hein. Quand on travaille sur des inégalités comme ça, qu'on fait des montages, on aime bien manipuler des fonctions qui sont monotones, voilà, qui ne posent pas de problème, qui n'ont pas de discontinuité ici, hein, c'est embêtant. Sauf que regardez, on est entre 1 et 2. Alors si on est entre 1 et 2, on est sur une zone sur laquelle la fonction inverse, elle est monotone, elle est strictement décroissante. Donc en fait, on va pouvoir passer à l'inverse. Le seul problème, c'est qu'on va avoir un changement de sens des inégalités. Voilà, ici 1 sur 1 et ici 1 sur 2. Voilà, je passe à l'inverse au milieu, à gauche, à droite, partout, j'ai le droit de le faire car la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Ok. Et ensuite, j'ajoute 1. Alors je me dis, mais comment je vais réussir à avoir ça ? Parce que là, ça y est, j'ai inversé mes signes, c'est embêtant. Bon, on verra. En tout cas, il faut que j'ajoute 1 maintenant. Ok ? Donc si j'ajoute 1, là, il n'y a pas de problème de changement de sens. J'obtiens ça. 1 sur phi n plus 1, en fait, ça va me donner phi n plus 1. Et puis 1 demi plus 1, ça me donne 3 demi. Ok, super. Bon, est-ce que j'ai réussi ? En fait, oui. Parce que regardez, là, ok, c'est écrit dans le mauvais sens, mais je vais inverser les deux. Enfin, je vais inverser les deux. C'est-à-dire que je vais aller réécrire cet encadrement en miroir, c'est-à-dire commencer par mettre 3 demi, plus petit que phi n plus 1, plus petit que 2. Donc en fait, ce que j'obtiens, c'est ça. Voilà. Et là, je me dis, c'est pas exactement ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est avoir pas 3 demi ici, mais 1. Je prolonge l'inégalité, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que heureusement que 3 demi est plus grand que 1. Donc ça y est, j'ai bien l'hérédité. Ma proposition est héréditaire. Et elle était initialisée, donc ça veut dire qu'en fait, ma proposition Pn, elle est vraie pour tout n entier naturel. Super, on a ça pour tout n entier naturel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la suite des quotients entre deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, c'est une suite bornée. Voilà, c'est compris entre 1 et 2. Super. Ok, suite bornée. En question 4, on demande maintenant, est-ce que la suite phi n est monotone ?
Et vous vous doutez bien que si je pose la question comme ça, c'est qu'il y a des chances pour qu'elle ne le soit pas. Et c'est bien dommage. Parce que si elle était monotone, si elle était croissante, ou si elle était décroissante, alors comme on vient d'avoir un encadrement qui signifie que phi n est borné, eh bien on aurait instantanément la convergence de la suite. Parce que vous le savez, le théorème de convergence monotone vous dit que si une suite est croissante et majorée, alors elle converge, ou bien décroissante et minorée, alors elle converge. Et là, regardez, la suite, elle est minorée, elle est majorée, donc si elle est monotone, c'est bon, elle converge, et c'est super, on va pouvoir avancer dans notre histoire de convergence de la suite phi n, des quotients, tout ça. Bon, mais malheureusement, elle n'est pas monotone. Pour s'en rendre compte, on va calculer tranquillement des termes de phi. On a dit phi 0, ça faisait 1. Phi 1, ça fait quoi? Ça fait f2 sur f1. Et on a dit f2, ça faisait 2, donc là, ça fait 2. Ok, phi 2, ça fait quoi? Ça fait f3. Alors f3, rappelez-vous, ça c'est f0, ça c'est f1, ça c'est f2, ça c'est f3. Voilà, f3 c'est 3, puis après il y aura 5. Donc là, ça me fait 3 sur 2, et 3 sur 2, ça fait 3 demi, et là je constate que ça monte, puis que ça redescend. Ah. Et puis en effet, c'est vrai que si on continue à en calculer, et puis peut-être à s'aider d'une calculatrice ou de Python, d'une calculatrice parce qu'on sera en mode graphique rapidement, on verra un nuage de points qui fera des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'on verra en fait des oscillations. On verra des oscillations, regardez, ça, en fait ça n'arrête pas de changer de variation, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, là ça va remonter parce qu'en fait on va faire 5 sur 3, voilà, et puis ensuite ça va redescendre parce qu'on va faire 8 sur 5, phi 4 c'est 8 cinquièmes, puis après j'aurai phi 5 qui sera égal à 13 huitièmes. Bon, c'est des nombres qui ne parlent pas trop, mais si je prends des valeurs approchées, ou bien des valeurs décimales pour certaines, parce que c'est des valeurs exactes, eh bien je vois qu'en fait, en effet, ça me donne une suite ou un nuage de points qui va faire ça, quoi. Voilà. Qui ne va pas arrêter de monter, de descendre, et là, ce trait-là que j'ai tracé, c'est un truc qui est aux alentours de 1,6 et quelques. Ah, mais c'est ça, ça serait peut-être ça le nombre d'or. Eh oui, une valeur approchée de 1 plus racine de 5 sur 2, c'est 1,6 et quelques. Alors ouais, voilà comment se comporte cette suite. En fait, elle n'est pas monotone, d'accord, cette suite phi n, elle n'est pas monotone. Elle monte, elle descend, elle remonte, elle descend, mais tout en se rapprochant, au fur et à mesure que n grandit, du nombre d'or. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve, c'est une conjecture. La seule preuve qu'on a faite, c'est le fait que phi n n'est pas monotone. Ça oui, parce que dès le début, ok, c'est pas monotone. Donc ça c'est bon, c'est prouvé, ok, par ce contre-exemple initial. Mais pour la suite, le fait d'avoir l'intuition que ça va tendre vers le nombre d'or, ça, va falloir le prouver. Et on est embêté pour le prouver. On est embêté parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser des choses simples directement. Parce que je vous ai dit, phi n n'est pas monotone, c'est embêtant. Voilà. Et on aurait envie d'utiliser quelque chose, parce que regardez, même si elle n'est pas monotone, mais si on savait qu'elle convergeait, parce que là on a l'intuition qu'elle converge, d'accord? Là en fait c'est l'objet de la question 5, puisque si on sait qu'elle converge, cette suite, d'accord, suite récurrente, d'accord, qui fait intervenir comme ça deux termes de rang différents pour la suite, eh bien on peut penser bien sûr au théorème du point fixe. Alors, donc ça, pour mes élèves qui en sont encore au début sur les suites, vous ne connaissez pas ça parce que ça intervient dans le chapitre continuité. Ceux qui ont déjà vu la continuité, vous connaissez peut-être le théorème du point fixe, qui se fait dans certaines conditions, le théorème de point fixe. C'est-à-dire qu'il faut être en présence d'une suite un qui soit telle que un plus 1 égale f de un, d'accord? Il faut que f soit stable, il faut que l'intervalle sur lequel on travaille soit stable par f, et puis il faut savoir que la suite converge. Et oui, c'est un prérequis essentiel. On doit savoir que un tend vers elle. Et là, on ne le sait pas, on ne l'a pas prouvé, alors on est très embêté. Donc moi, dans l'exercice, je vous fais admettre en question 5, vraiment brutalement, que, eh bien, on a l'égalité suivante. Je vous fais admettre que phi n converge, et je vous fais admettre que L vérifie l'équation 1 plus 1 sur L. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on a L égale f de L si on appelle f la fonction qui a x associe 1 plus 1 sur x. Donc c'est un peu brutal, mais c'est parce que nous on n'en est que là, on n'a pas fait le théorème du point fixe. Et je répète, avec le théorème du point fixe, vous ne pourriez pas réussir à établir cette égalité parce que vous ne savez pas que la suite phi n converge. Alors je fais une petite digression maintenant pour les élèves qui veulent approfondir, qui en sont peut-être déjà à la fin de l'année, si vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard. Ou alors si vous avez envie d'approfondir un petit peu les choses, peut-être que vous avez, même avec votre prof, parlé de suite adjacente. En fait ici, on a une suite phi n, on l'a dit, qui n'est pas monotone et ça nous embête beaucoup.
Mais quand on le regarde de plus près, cette suite, on a fait le petit dessin tout à l'heure, on a l'impression que voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Eh bien, on a envie quand même de se dire, ouais, mais finalement, si je prends un terme sur deux de cette suite phi n, eh bien, j'aurai une suite croissante en bas et j'aurai une suite décroissante en haut. Et oui, c'est-à-dire que si je prends les termes f0, d'accord, on a dit que ça faisait 1, f2, on a dit que ça faisait, je ne sais plus, 3,5. Si je prends f4, eh ben, on peut conjecturer qu'en fait cette suite est croissante. Et si je prends les termes impairs, f1, f3, f5, on peut conjecturer que c'est décroissant. Alors regardez bien ce qu'on fait en fait pour prouver proprement la convergence de la suite, et c'est hors programme bien sûr, c'est qu'on s'intéresse à la suite, pardon, c'est pas des f, c'est des phi 2n, et à la suite phi 2n plus 1. D'accord? Ces deux suites sont en fait ce qu'on appelle des sous-suites, des suites extraites. Pour celle-là, qui ne prend en compte que les termes pairs de la suite phi n, et pour celle-là, que les termes impairs. Donc là, il y a phi 1, phi 3, phi 5, phi 7, etc. Là, il y a phi 0, phi 2, phi 4, phi 6, etc. Et on arrive à prouver, pour le coup, assez facilement, que celle-là est croissante et que celle-là est décroissante. Alors je dis assez facilement, là justement, ce serait l'utilisation du théorème du point fixe. Et bon, voilà, je dis facilement un petit peu compliqué quand même, mais il faudrait trouver une fonction qui serait une fonction, tout à l'heure on l'a appelée f celle-là, mais une fonction g, en fait qui serait la composée deux fois de la fonction f, puisque quand je prends le terme suivant de la suite phi 2n, en fait c'est pas phi 2n plus 1, c'est phi 2n plus 2, parce que quand je remplace n par n plus 1, j'obtiens phi 2n plus 2. Phi 2n plus 2, pour l'obtenir, je vais faire 1 plus 1 sur phi 2n plus 1, et phi 2n plus 1, je le remplace aussi, ça me fait un truc avec des fractions étagées, etc. C'est pas très beau, et au final, ça me donnerait ceci. Voilà. Ouais, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on a une fonction f qui, elle, ne pose pas de problème pour le théorème du point fixe, et là, ça fonctionne très bien. Parce que là, on va réussir à montrer la convergence de la suite parce qu'elle est croissante et majorée. Donc celle-là, elle converge et celle-là, elle sera décroissante et minorée. Donc elle converge. Bref, on a deux suites ici convergentes. Et alors le truc, c'est finalement pas tant leur convergence à ces deux suites, mais c'est le fait que ce sont deux suites adjacentes dans la mesure où il y en a une qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et que la limite de la différence entre les deux, à la limite phi 2n plus 1 moins phi 2n, et c'est 0. Donc ça, c'est une notion hors programme, les suites adjacentes, mais vous pouvez essayer de regarder 2-3 choses si ça vous intéresse. Grâce aux suites adjacentes, on arrive à prouver qu'en fait, la suite phi n, elle converge. Et oui, elle converge comme limite commune des sous-suites phi 2n et phi 2n plus 1. Donc bref, c'est un peu compliqué tout ça. Et au final, voilà, moi je vous fais admettre quand même beaucoup de choses là-dedans. C'est que c'est que L, la limite de la suite, donc phi n, elle vérifie L égale 1 plus 1 sur L. Et donc si elle vérifie cette égalité, déjà il faut voir un peu les candidats possibles pour cette équation. C'est-à-dire résoudre cette équation tout simplement, et puis après voir si c'est cohérent avec notre suite, qu'on connaît un petit peu, parce qu'on sait qu'elle est bornée entre 1 et 2, etc. Donc il y a ça à résoudre. Et oui, petite équation à résoudre. Alors comment on résout ça? Surtout du même côté, on y va, L moins 1, moins 1 sur L égale 0. On va tout mettre sous le même dénominateur, bien sûr. Donc on met tout le même sous le même dénominateur. En fait, on met un grand dénominateur qui sera, je l'ai fait en dessus, qui sera un L sur L. Là, on a L carré. Là, on a moins L. Puis là, on a moins 1. On a égal 0. Bref, on fait la règle du quotient nul. D'accord? Ceci est égal à 0 si et seulement si ceci est égal à 0 et ceci est différent de 0. Donc en fait, on s'occupe surtout du numérateur. Le numérateur, on voit que c'est du second degré, on calcule un delta, etc. Et on obtient deux solutions possibles qui sont moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne 1 plus racine de 5 sur 2, ou bien 1 moins racine de 5 sur 2. Je récapitule. On a admis que la suite phi n converge. Ok? Donc elle tend vers un truc qu'on va appeler L. Et on admet que alors L doit vérifier l'équation L égale 1 plus 1 sur L. On a résolu cette équation. On se dit donc en fait finalement la limite, il y en a deux possibles. Mais
On sait très bien qu'il n'y en a qu'une, parce que la limite, quand elle existe, elle est unique. Donc il faut qu'on fasse notre choix entre ces deux. Voilà, ce sont deux candidates à la limite. Alors on va les regarder, ces deux candidates. On va se dire, il y en a une qui doit clocher, parce que moi je sais que j'ai une seule limite. Alors celle-là, elle pourrait très bien convenir, parce que regardez, en fait, 1 plus racine de 5 sur 2, c'est parfaitement compris entre 1 et 2. Pourquoi pas? Mais celle-là, racine de 5, c'est plus petit que 1. Donc 1 moins racine de 5, c'est négatif. Divisé par 2, ça reste négatif. Donc ça, c'est pas possible pour ma suite. C'est pas possible parce que ma suite filienne, elle est bornée entre 1 et 2. Donc elle ne peut pas tendre vers quelque chose de négatif. D'accord? Donc en fait, il n'y a que ça qui est plausible pour la limite. Donc c'est ça la limite. Donc phi n tend vers 1 plus racine de 5 sur 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que ça c'est le nombre d'or. Ben, ça veut dire que quand vous prenez la suite de Fibonacci, qui se construit facilement, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Et que vous calculez les divisions entre deux termes consécutifs, eh bien, ces quotients-là, voilà, au fur et à mesure que j'avance, ils tendent vers le nombre d'or. Et c'est ça qui est assez intéressant, assez mystérieux aussi. J'ai pas du tout parlé de contexte, hein, excusez-moi. Le contexte de Fibonacci, on le présente souvent comme une histoire de lapins, de couples de lapins, etc., qui se reproduisent. Alors d'un point de vue mathématique, c'est rigolo parce qu'il y a un contexte, mais d'un point de vue biologie, c'est quand même assez léger comme modélisation parce qu'on dit oui, tous les mois, il y a un couple de lapins qui donne naissance à un nouveau couple de lapins qui eux-mêmes donneront naissance à une nouvelle portée. Et on se dit, ouais, mais alors d'un point de vue biologique, ça veut dire qu'en fait, quand je donne naissance à un couple, c'est déjà un couple, ils vont se reproduire eux-mêmes, donc c'est consanguin, c'est un peu bizarre. Hein, donc parler de ça à un prof de biologie, il vous dit, ouais, quand même, c'est un peu léger. Donc évidemment, oui, c'est une image qu'on donne pour essayer de comprendre comment voilà, quelle peut être une idée de modélisation pour Fibonacci, mais en fait elle n'est pas terrible. Alors il y en a d'autres qui existent mais qui sont plus compliquées sur les abeilles notamment, je crois, vous pouvez chercher sur internet des choses intéressantes. Mais je pense que pour Fibonacci, il faut finalement rester dans l'idée de maths pure, l'idée de faire juste, c'est juste des maths, quoi. On ne travaille pas sur des modélisations. Voilà. Donc comme ça, voilà, on reste dans le domaine de l'abstrait, on parle de nombres, et pourquoi pas, c'est déjà énorme de parler de nombres, de se dire, ok, on a une suite très facile à comprendre, même pour quelqu'un qui est pas du tout dans les maths, un jury naïf de grand oral par exemple, qui comprend très bien comment on va construire les termes de la suite de Fibonacci, et puis quand même de voir que en fait, ce quotient là des termes consécutifs va tendre vers le nombre d'or. Voilà, c'est étonnant parce que le nombre d'or, pareil, c'est dans la culture populaire ça. Hein, alors évidemment, après, c'est pas si facile que ça à en parler du nombre d'or. Le nombre d'or, vous voyez, quand vous avez un segment, hein, ce fameux 1 plus racine de 5 sur 2, qu'est-ce qu'il peut avoir comme on va dire, pas comme application, mais comme illustration assez sympathique, c'est-à-dire que c'est une position assez optimale sur un segment. Hein, voilà. Voilà, par exemple, ici, je vais le mettre par là, ou je sais rien, à peu près là, voilà, ok. Et bien, cette position sur un segment, hein, donnée par le nombre d'or, elle vous permet de récupérer, si vous dessinez un carré comme ça, d'avoir un découpage qui vous permettra d'avoir ce carré, pardon, d'avoir ce rectangle, en fait, hein, qui est le complémentaire du carré qu'on vient de dessiner, ce rectangle qui a le même rapport longueur-largeur que celui initial. Vous voyez? Là, j'ai une longueur, une largeur. Si je fais le quotient des deux, d'accord, ça me donne un nombre. Et bien ce nombre, j'aurai exactement le même que le quotient de cette longueur divisé par cette largeur. Et puis si je recommence le processus, c'est-à-dire que si je recoupe ici, là, en créant un carré, hop, 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 3, voilà, et bien le rectangle complémentaire obtenu, pareil, aura la même propriété, c'est-à-dire que je construis comme ça en fait des rectangles semblables au fur et à mesure de mes découpages. Et c'est ça qui donne une certaine harmonie à un découpage. Donc si par exemple, vous voyez, vous voulez positionner un objet, un super endroit sur une table par exemple, ou sur, voilà, vous avez une table, vous dites, oh, attendez, je fais de la déco, je positionne un objet sur ma table, où est-ce que vous le mettez? Vous cherchez le nombre d'or, vous le mettez à un endroit où vous allez avoir une harmonie parfaite. Oh, c'est un peu nul comme image, excusez-moi, c'est la seule qui me vient en tête, il y en a des milliers d'autres hein, sur le nombre d'or, mais je voulais faire le lien avec, on va dire, une illustration un petit peu classique qu'on pourrait avoir sur le nombre d'or. On récapitule dans cet exo, on a vu un truc quand même intéressant, qui est à creuser encore, c'est que quand on a la suite de Fibonacci et quand on travaille sur les rapports de termes consécutifs de cette suite, eh ben on va avoir une nouvelle suite qui, elle, tend vers le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, incroyable. On l'a démontré à moitié, parce qu'il y a des petits moments, des petits morceaux où on admet, des moments où on dit « Ah là, on a besoin des suites adjacentes, etc. » C'est un peu compliqué. Mais vous avez compris l'idée, vous avez vu qu'avec des maths un peu scolaires, on peut aboutir à des résultats intéressants en mathématiques. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.